Aimerais-tu avoir ta propre entreprise, mais tu te dis toujours que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas commencer et que tu as besoin d'argent pour commencer cette entreprise? Alors si tu es dans ce cas, ce livre que nous allons voir aujourd'hui peut t'intéresser et même beaucoup. Ce livre s'intitule L'entrepreneur minimaliste et il est écrit par un propriétaire d'entreprise très prospère. Il répond à la question comment créer ta propre entreprise minimaliste qui génère de l'argent et des bénéfices sans avoir besoin d'investir de capital. Comment éviter aussi de demander des prêts ou même de dépenser le moindre centime en publicité. Alors je suis sûr que ça va t'intéresser. Ce livre a été publié en 2021, donc il est très récent, et c'est celui que nous allons analyser maintenant dans les résumés du succès. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Alors comme chaque semaine, un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler un peu d'entrepreneuriat et de comment créer son entreprise minimaliste sans investir aucun centime de départ. Nous parlons ici d'un livre très récent qui s'intitule The Minimalist Entrepreneur, publié en 2021 et écrit par Sahil Lavingia. Sahil Lavingia, c'est un fondateur de Gumroad. Gumroad, c'est une plateforme qui permet de vendre des contenus numériques comme par exemple des cours, des PDF ou encore des images. À l'origine, Sahil avait pour ambition de créer sa propre entreprise, mais son entreprise qui puisse créer des milliards de dollars. Mais avec le temps, il se rend compte qu'il n'avait pas besoin d'une grande multinationale pour être heureux et vivre sa vie tranquillement avec son style minimaliste. Donc, il a réfléchi à la manière de créer un business minimaliste, capable de générer des revenus sans coût élevé et sans investissement externe, sans capital externe, sans demander de prêt, sans demander de l'aide à personne. Et donc, quel a été le résultat de cette réflexion? Il a pu créer une entreprise à faible coût, mais hautement rentable, qui lui rapportait beaucoup. Bon, il n'était pas milliardaire, mais c'était suffisant pour être au-dessus du coût de la vie. Ça lui permettait de vivre en fait de manière confortable et avoir du temps libre. Alors est-ce que ce concept te parle? Est-ce que tu aimerais pas vivre une vie confortable et avoir du temps libre? Plutôt que de viser une entreprise massive et épuisante avec beaucoup de salariés qui te fatiguent et qui prennent tout ton temps, pourquoi ne pas créer un business minimaliste et durable? C'est ce que nous allons voir ici. Parce que dans ce concept, on aimerait en fait être riche de temps plutôt que riche d'argent. Pour profiter de la vie et de notre famille en fait. C'est ça l'essentiel de la vie. Ici, on ne cherche pas à passer 100 heures par semaine de travail dans l'entreprise, mais plutôt à gagner du temps libre et à profiter des instants qu'on peut profiter d'un instant présent. Donc dans ce livre, il nous propose déjà pour commencer 4 conseils fondamentaux pour devenir entrepreneur minimaliste. Alors le premier conseil, c'est ne jamais accepter de capital externe. Comme on l'a vu tout à l'heure, Sahil nous conseille de ne pas demander d'argent à l'extérieur, pas faire de prêts, ne pas demander à l'extérieur, ne pas demander autour de nous, ne pas avoir de dette initiale. Parce que l'investissement extérieur, ça peut sembler attirant, mais en fait le problème c'est qu'il augmente le risque d'échec. On a plus de stress déjà pour commencer. On a une pression davantage de devoir de l'argent à quelqu'un, d'accord. Ça peut être une pression extérieure qui nous permette d'avancer. Mais il vaut mieux privilégier un modèle de rentabilité durable et autonome. Ça veut dire que tu sois tout seul au début et que tu investisses un minimum d'argent pour, au cas où tu as des échecs, tu ne perds pas beaucoup. Tu reprends, tu recommences. Le premier conseil, c'était ne jamais accepter de capital externe. Et le deuxième, c'est ne quittez pas votre emploi actuel immédiatement. Ça veut dire que quand tu vas commencer, tu vas lancer ton projet en parallèle de ton travail actuel afin de sécuriser en fait tes revenus. Et tu développes ton idée à côté et tu ne perds pas de revenus, tu ne perds pas d'argent, tu n'as pas de risque. Tu travailles à côté, tu investis plus ton temps que ton argent. Le troisième conseil fondamental qu'il nous propose ici, c'est penser comme un créateur et pas comme un homme d'affaires. Donc l'important en fait c'est d'avoir une idée qui est innovante et d'aller jusqu'au bout pour la réaliser. Sans chercher à tout maîtriser dès le départ parce qu'on apprend en avançant. On n'a pas besoin non plus forcément de compétences initiales, on peut apprendre sur le chemin. Sahil nous dit qu'on est une source d'idées et qu'on va chercher en premier à approfondir, à rechercher les bonnes idées
Parce que le reste, en fait, on l'apprendra sur le chemin. On apprendra à être entrepreneur sur le chemin. On n'apprend pas avant de commencer. On apprend en faisant. Le quatrième conseil ici, c'est commencer petit et avancer lentement. Voilà, et comme on disait tout à l'heure, tu commences tout seul. Donc avec un petit produit minimum viable, par exemple, le but, en fait, c'est pas de croître rapidement, mais d'expérimenter avec des petits produits. Et d'ajuster et de trouver le bon modèle avant de se développer. Donc on va créer un petit produit, on va demander autour de nous de le tester par exemple, et une fois qu'il sera testé, on va chercher à le monétiser, à le faire monétiser, à le vendre par exemple. Parce qu'en fait, commencer petit te permettra en fait de grandir tranquillement sans stress, en faisant des échecs, bien sûr, tout le monde en fait, mais en faisant des petits pas réfléchis. Donc ces 4 conseils fondamentaux, ne jamais accepter de capital externe, ne pas quitter votre emploi surtout actuel et donc gardez-le et travaillez en parallèle. On doit penser comme un créateur, chercher des idées innovantes pour avancer et on doit commencer petit avec de petits pas, avancer lentement, mais ce qui nous permettra d'avancer sûrement. Allez, on commence avec la première étape pour créer son entreprise et la première étape, c'est comment trouver sa niche. Forcément, il faut bien qu'on trouve un thème en notre entreprise. Donc on va commencer par se poser les questions suivantes. Quel problème je veux résoudre? À quelle communauté on souhaite apporter une solution à ce problème, par exemple? Ça, c'est la première question. Parce que d'habitude, les idées viennent de nous, d'un problème personnel, pour lesquels il n'existe pas encore de solution. Mais en fait, le mieux, c'est de trouver des problèmes pour les autres, pour notre entourage. Parce que ça va nous booster à trouver une solution. C'est une motivation extérieure, extrinsèque, comme on a vu dans un autre livre, si vous étiez là sur l'épisode précédent. On va essayer de trouver une solution à un problème d'autres personnes. Voici un exemple en fait, que nous propose Sahil concernant un exemple pour trouver une niche dans une communauté. Tu vas chercher autour de toi, par exemple, des gens qui ont des problèmes. Bon, il y en a beaucoup, hein, bien sûr, tout le monde a des problèmes, mais des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution. Et tu vas garder un problème qui a le plus d'impact en toi, qui résonne le plus en toi, et tu vas y trouver une opportunité en fait de trouver une solution. Tu vas te dire, bah, tu sais quoi, il y a ce problème-là, bah, je vais trouver une solution à ce problème, coûte que coûte, je vais trouver, parce que ça impacte massivement des gens, et même moi, ce problème, il m'impacte à moi. Donc, je vais chercher une solution. L'idée, en fait, c'est de partir d'un problème existant, déjà identifié, plutôt qu'en fait de créer un faux problème, ou un problème que nous, on ressent, mais peut-être qu'on est tout seul dans cette situation. Donc, chercher un problème que des personnes, un groupe de personnes ont détecté. Une fois que ce problème est détecté, au sein de ton entourage, par exemple, ou dans un domaine qui te tient à cœur, on va chercher une solution, on va chercher à le résoudre. Beaucoup de personnes se demandent comment lancer leur entreprise après avoir identifié un problème, alors qu'en fait, elles ont identifié le problème, mais elles n'ont pas trouvé de solution. Ce qu'il va falloir faire, c'est, une fois que tu as trouvé ce problème, c'est entrer dans une communauté où ce problème existe, que tu sais qu'il est potentiel, qu'il existe, et essayer de trouver des réponses. Donc, comment chercher cette communauté qui rencontre ces problèmes? La première chose à faire, c'est de rechercher, par exemple, je te donne un exemple ici, 10 communautés, que ce soit sur ton propre domaine, dans ta propre ville même, ou alors sur les réseaux sociaux. Tu vas trouver une communauté dans un groupe social qui t'intéresse. Par exemple, une communauté d'entrepreneurs, et tu vas t'intégrer dans cette communauté. Tu vas aller chercher sur Instagram, Facebook ou d'autres sites, d'autres réseaux sociaux, et tu vas essayer de t'intégrer dans une communauté. Parce que cette communauté, en fait, elle va faire des réunions hebdomadaires, peut-être journalières aussi, et donc tu vas devoir y participer. L'idée, en fait, c'est de s'intégrer à ce groupe pour mieux comprendre les personnes et les problèmes qu'ils rencontrent. Une fois que tu t'es intégré, tu vas essayer de contribuer activement à ce groupe pour te rendre un peu plus connu dans ce groupe. Avoir un peu plus d'impact dans celui-ci, d'ampleur, pour essayer d'influencer les autres pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Tu vas être quelqu'un qui est autoritaire, qui va proposer donc des formations, qui va proposer des événements pour animer cette communauté.
Et donc, quand tu seras dans cette communauté, que tu auras rencontré pas mal de monde, tu vas commencer à participer activement, à écouter en fait les gens. D'abord, il faut écouter et observer ce qu'ils font. Puis ensuite, tu vas commencer à participer aux discussions, échanger sur les différents problèmes rencontrés. Ensuite, quand tu seras à l'aise, tu vas passer au stade de création. Tu vas commencer, comme je l'ai dit, à créer des petites formations ou des petites vidéos, à partager des conseils sur les réseaux sociaux. Partager ce que tu as appris sur le domaine, ton expertise. Peut-être que tu vas rentrer dans une communauté sur un domaine qui te plaît, qui te booste et dans lequel tu as déjà un niveau d'expertise. Ben, tu vas partager cette expertise avec eux. Et à mesure que tu t'impliques dans ce groupe, ton idée initiale de la solution va évoluer. Et en fait, c'est tout à fait normal parce que plus tu es immergé dans une communauté, plus tu vas comprendre la dynamique de cette communauté et tu vas te passionner de plus en plus vers ce sujet. Et donc, tu vas t'adapter, ta solution va s'adapter au plus aux personnes que tu rencontres. Alors, une fois que tu t'es bien intégré, que tu as commencé à partager ton expertise, tu vas essayer de comprendre si ton idée, en fait, elle est utile pour les gens. Donc, tu vas expérimenter en proposant peut-être un produit de façon minimale, c'est-à-dire une solution minimale. Donc, peut-être un e-book de 5 pages que tu vas partager à tout le monde pour voilà, qu'ils lisent tes conseils gratuitement. Ensuite, tu vas vérifier si le problème peut avoir une solution monétisable. Parce que forcément, si tu veux créer ton entreprise, si tu travailles gratuitement, c'est un peu compliqué au départ de monétiser. Le but, en fait, à ce stade, c'est pas de gagner d'argent, mais de vérifier si le problème peut être résolu et si la solution est monétisable. Cela peut passer donc par des ateliers gratuits, comme on l'a dit tout à l'heure, des événements, des podcasts ou même des tutoriels vidéo, des e-books, comme on a dit. Ces produits-là, en fait, c'est du test. C'est important, en fait, de ne pas se décourager parce que, bien sûr, tu seras critiqué aussi face au test, mais ça, c'est le but, puisque tu testes ta solution, tu testes à l'optimiser. Et en fait, au fur et à mesure des feedbacks que tu auras, tu vas essayer d'améliorer ta solution que tu proposes. Et donc, tu pars de quelque chose qui ne coûte pas d'argent. C'est quelque chose qui est gratuit, qui prend de ton temps, mais qui ne te fait pas perdre d'argent. Donc, ce produit minimum viable, tu vas le tester et tu vas le modifier en fonction des feedbacks. Et ensuite, au bout d'un moment, quand tu auras bien optimisé ton produit, tu vas l'améliorer et tu vas le rendre monétisable. En fait, il est préférable, en fait, tu vas commencer avec ton e-book, au lieu qu'il soit gratuit, tu vas le mettre à 5 euros. Voilà, pour commencer. Ben, tu vas ajuster le prix en fonction des retours et de l'amélioration du produit. Et enfin, lorsque tu as trouvé ton premier produit monétisable, tu vas pouvoir commencer à structurer ton entreprise. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais on va juste faire un résumé ici pour faire une petite pause. Donc on a vu qu'on doit rechercher une communauté dans le domaine qui nous intéresse. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vérifier en échangeant avec les membres de cette communauté quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et si toi, tu peux essayer de trouver une solution à ce problème. Ensuite, tu vas préparer un produit minimum viable, un petit produit minimal qui ne te coûte pas grand-chose. Tu vas l'offrir massivement à ta communauté pour leur apporter maximum de valeur et récupérer ses retours pour pouvoir l'améliorer ton produit, voir s'il est viable, voir s'il est monétisable. Et ensuite, tu vas passer à l'amélioration continue et à la création de ton entreprise. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, comment créer son entreprise? Alors, ici, il nous propose 4 étapes. La première étape, c'est structurer l'entreprise. Donc, tu vas bien sûr choisir un nom simple, facile à retenir, de type Google. Ça, c'est un nom qu'on connaît tous. Facebook, voilà, ce sont des noms qui marquent quand même. Par exemple, et donc, tu vas commencer par créer ton site web pour renforcer ta présence en ligne et donc tu vas faciliter la communication avec les potentiels clients futurs. Dans ce site web, tu vas essayer de faire quelque chose de minimaliste, de façon claire, et d'expliquer les choses de manière concise pour que ce soit un maximum de valeur rapidement. Que les clients n'aient pas à tourner en rond, qu'ils aient leur valeur, qu'ils aient ce qu'ils aient besoin rapidement. Tu dois fournir aussi un moyen de contact direct. Par exemple, tu vas mettre en exergue ton adresse email. Et surtout,
comme j'ai dit, il faut que cette interface soit minimaliste et simple et surtout compréhensible. Et la deuxième étape, une fois que tu as trouvé le nom, tu as créé ton site web, tu vas créer des comptes sur les réseaux sociaux pour ton entreprise. Et donc, tu dois séparer de ces comptes, de tes comptes perso, bien sûr, il faut que tout soit pro. Et donc, là, tu vas choisir tes sites web, enfin tes réseaux sociaux qui sont le plus adaptés à tes plateformes, qui fonctionnent le mieux. Par exemple, LinkedIn qui est plus orienté vers les pros, YouTube qui est plus ouvert à tout le monde, tu peux atteindre beaucoup plus de monde, Instagram pour les petits formats, Twitter pour des posts réguliers par exemple. Bon, mais il va falloir que tu choisisses, ou peut-être TikTok même. Et ensuite, pour la troisième étape, tu dois sur ton site créer un système d'acceptation de paiement. Forcément, si tu ne mets pas en place un système pour accepter les paiements, forcément, tu ne seras jamais rémunéré pour tes services, pour ton produit. Donc, il existe différentes plateformes, comme Gumroad, d'accord, qui est la propriété de l'auteur de ce livre. Je ne fais pas de pub et c'est pas rémunéré. Mais aussi des plateformes bien connues comme PayPal, par exemple, ou Stripe. Et donc, ces systèmes te permettent en fait de facturer à tes clients et de les rediriger automatiquement vers la livraison du produit ou du service une fois le paiement effectué. Et pour la partie 4 de la création de l'entreprise, il faut toujours récupérer les feedbacks, les retours utilisateurs, les retours clients. Donc, il est important, surtout dans la phase de lancement de l'entreprise, d'avoir un moyen de recevoir tes retours d'expérience. Cela te permettra de savoir si ton produit il va plaire ou non au client et s'il fonctionne ou non et de l'améliorer en continu. Même si tu as déjà passé la phase de test, il faut toujours récupérer les commentaires, les retours clients pour améliorer ton produit et s'adapter au mieux aux personnes qui vont l'acheter. Et maintenant qu'on a créé l'entreprise en créant son nom, en créant son site web minimaliste, en facilitant la manière dont on peut nous contacter, en créant tes sites, ton site web et tes réseaux sociaux, tu vas rajouter ton mode de paiement et tu vas récupérer les feedbacks utilisateurs. Et maintenant qu'on a fait ça, qu'on a créé notre entreprise finalement, on va lancer notre marché. Après avoir configuré donc toute l'infrastructure, etc., la prochaine étape, c'est de lancer ton marché, bien sûr. Donc, tu n'as pas forcément besoin de dépenser d'argent en marketing dès le départ, comme on a dit tout à l'heure, mais tu peux investir ton temps à la place. C'est-à-dire, tu vas investir ton temps et pas ton argent. Si tu n'as pas les moyens d'investir d'argent, il faudra que tu investisses ton temps, ton énergie, passer du temps à faire de la pub sur les réseaux sociaux, à faire des posts, mais tu peux aussi automatiser tout ça avec des moyens, des outils qui permettent d'automatiser, comme Metricool par exemple, Agorapulse ou bien d'autres. Pour promouvoir en fait ton produit, il va falloir que tu fasses passer le mot en fait. En commençant par informer donc ta communauté, tes personnes autour de toi, ton entourage, que ton produit est disponible. Parce que si tu ne le dis pas, forcément personne ne le verra. Ensuite, tu vas te connecter avec des personnes experts sur ce domaine. Tu vas trouver ces personnes-là sur TikTok, sur Instagram, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même sur YouTube, il y a des experts, des professionnels de chaque domaine. Tu vas profiter de l'audience des gens, des personnes qui sont déjà connues pour promouvoir votre produit. Tu vas contacter un influenceur que tu aimes bien. Tu vas lui dire, je te propose mon produit de façon gratuite, un échantillon, pour que lui-même fasse de la pub sur ton produit et en parle autour de lui. Fasse des vidéos, des posts, etc. Donc, comme son audience sera plus forte que la tienne, tu auras davantage de visibilité. Donc, si tu n'as pas de budget, tu dois penser à ces micro-influenceurs, à ces gros influenceurs qui peuvent être plus accessibles et plus efficaces lors de la vente ou de publicité. Ensuite, tu vas contacter les communautés. Tu vas identifier les potentiels clients dans les communautés où tu es présent, par exemple, et tu vas les contacter directement avec un message bref et clair. T'as pas besoin tu fais quelque chose de minimaliste, quoi. Tu vas présenter ta solution. Et cela peut inclure l'envoi de mails ciblés, même si ça demande beaucoup de temps et d'efforts, mais tu peux l'automatiser avec des outils comme j'ai dit tout à l'heure. Automatise cet envoi de mail. Tu peux aussi faire des vidéos dédiées et tu peux aller sur Twitter par exemple, tu peux mettre un hashtag avec leur nom, etc. Tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi à ce niveau-là.
Et surtout, tu dois pas avoir peur des refus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de refus dans la vie. Il est important en fait de rester persévérant quand on reçoit probablement plus de refus que d'acceptation, ça arrive. Mais plus on a de refus, plus on s'approche finalement de l'objectif de réussite, quoi. On va, au bout d'un moment, à force de refus, on aura bien sûr quelqu'un qui va accepter. En fait, la phase initiale de toute création de produit, c'est souvent difficile, c'est même très difficile, mais chaque relation que tu peux créer avec un utilisateur, même si c'est un refus, c'est une relation que tu crées. Et c'est peut-être des ventes futures, même s'il refuse aujourd'hui, il va peut-être accepter plus tard. En fait, ce qui compte dans tout ça, c'est d'avoir la conviction que ton produit va résoudre un problème. Si tu pars du principe que tu es en mission pour aider quelqu'un, que ton produit va aider une communauté massivement, qu'elle va résoudre des problèmes, ben, vendre, en fait, ça va devenir plus facile et plus naturel. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu qu'il fallait investir notre temps et pas notre argent pour la publicité. Qu'on va devoir se connecter à des réseaux d'experts sur ce domaine pour qu'ils m'aident à progresser par leur audience. C'est eux qui vont promouvoir nos produits parce qu'ils ont plus de personnes, de followers qui les suivent. On va contacter les communautés où on est déjà présent, on va envoyer des mails pour proposer notre produit et nos services. Et deux conseils, surtout, c'est de ne pas avoir peur des refus. Aujourd'hui, c'est très difficile de commencer, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, on va avoir beaucoup de refus, il y a beaucoup d'options sur le marché, mais il faut continuer à persévérer. Parce que c'est sûr que tu tomberas un jour sur quelqu'un qui va influencer d'autres personnes à se procurer ton produit ou tes services. Allez, on passe maintenant à la partie 4 de ce livre, c'est configurer un tunnel de vente. Alors, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? En fait, c'est un funnel marketing. Ça devient de plus en plus populaire ces dernières années. Le tunnel de vente, c'est un outil qui va décrire une série d'étapes ou de phases par lesquelles on va guider des personnes pour objectif de les convertir en clients. Alors cet entonnoir, il faut le voir comme trois couches. En fait, il se compose de trois couches. La couche haute, la couche du milieu, la couche basse. On va les voir tout en détail tout à l'heure. Mais imaginons que de nombreuses personnes entrent par l'entonnoir. En haut, tu as beaucoup de personnes qui rentrent dans cet entonnoir, mais seules quelques-unes d'entre elles donc, quittent ton site web où tu étais, en tant que client. Donc on commence en haut avec beaucoup de personnes, et plus on avance, plus on filtre, et on va se concentrer sur les clients qui vont s'abonner. Donc les trois couches, on a dit, la première couche supérieure, c'est l'attraction. Donc c'est là où on va attirer un maximum de monde. La couche intermédiaire, elle permet de fidéliser et de créer des communautés. Et la couche inférieure, elle convertit des abonnés en clients. Allez, on commence par la couche supérieure, l'attraction. Donc au sommet de l'entonnoir, l'objectif ici, c'est d'attirer le plus grand nombre de personnes de possible. C'est particulièrement important parce que si on est en phase de démarrage, ben forcément, il va falloir investir notre temps et de l'énergie pour attirer ces gens, attirer ces personnes, attirer ces clients, ces futurs clients. Et donc, pour y parvenir, on va utiliser des outils de marketing gratuits, tels que les réseaux sociaux, comme je dis tout à l'heure. Et donc, dans les stratégies de cette phase de l'attraction, il y a 3 étapes. La création quotidienne de contenu, c'est-à-dire que tous les jours, tu as publié du contenu pertinent, divertissant, informatif, enfin, voilà, qui incite les gens en fait, à interagir, à aimer, à commenter et à partager ce que tu proposes, ce que tu publies. Ensuite, tu dois choisir les réseaux sociaux appropriés à ton domaine. Et puis, en troisième partie, tu vas humaniser ton message. Il faut que ce soit authentique. Tu dois partager le progrès de ton entreprise, les coulisses, tout ce qui se passe derrière. Ça, c'est super intéressant pour le client, pour prouver que ton entreprise est réelle, parce que le public apprécie la transparence. Et donc, dans cette couche supérieure d'entonnoir, l'objectif, en fait, c'est de créer une communauté active qui interagit avec ton contenu et qui te permet d'identifier les types de posts qui suscitent le plus d'intérêt pour t'orienter sur ces posts-là et les améliorer. Donc, couche haute, on attire un maximum de monde avec les réseaux sociaux comme on peut en partageant le maximum de valeur avec authenticité. Donc, la couche du milieu, c'est l'entretien.
Ben forcément, si on attire beaucoup de gens, ça va être difficile de les préserver. C'est l'objectif en fait de cette couche du milieu d'entonnoir. Il s'agit en fait de consolider la relation avec les personnes qui ont déjà manifesté un intérêt lors de la phase précédente qu'on a vue tout à l'heure, mais il va falloir les préserver. Et pour ce faire, on va utiliser quelques moyens suivants. Donc le premier, c'est on va essayer de capturer les adresses mail des personnes qui visitent le site. Via par exemple, une personne qui rentre sur ton site, elle a besoin d'entrer son adresse mail pour récupérer ton PDF qui est gratuit. Ça, c'est un premier élément. C'est gratuit, donc la personne va rajouter son adresse mail. Elle a confiance, c'est gratuit. Elle ne paie pas d'argent. Donc au début, c'est facile. Ensuite, on va automatiser des messages. Ben, forcément, si on a récupéré les boîtes mail, on va pouvoir leur envoyer des mails, des newsletters hebdomadaires, sur lesquels on va leur envoyer du contenu éducatif, inspirant, ou peut-être de la remise à niveau sur une formation ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire du blogging. On va pouvoir publier des articles pertinents qui favorisent le positionnement, qui va augmenter ton autorité sur un sujet précis sur ton domaine, sur ta niche. Mais ce qu'on voit ici avec ces outils, c'est que le plus important finalement, c'est l'adresse mail. Parce qu'un abonné a beaucoup plus de valeur qu'un simple follower sur les réseaux sociaux. Il faut récupérer son adresse mail pour pouvoir les contacter régulièrement et les informer de nouveautés ou quelque chose comme ça. Et donc, là, ce qu'on a vu, c'est la deuxième étape, la deuxième couche de l'entonnoir, c'est consolider la relation avec le client en le contactant régulièrement et en lui proposant des choses, du contenu éducatif, inspirant ou autre chose. La troisième couche de l'entonnoir, c'est la conversion et la vente. Donc, en fait, à ce stade, on va chercher à conclure une vente avec les personnes qui nous ont déjà suivis, sur lesquelles on communique régulièrement avec eux, avec qui nous avons déjà nourri un intérêt pour un produit qu'on vend. Et donc ici, dans cette couche-là, on propose ce que nous propose Sahil, c'est 4 stratégies qui sont les suivantes en fait. Donc la première stratégie, c'est faciliter le mode de paiement. Donc mettre en place des systèmes simples et sûrs pour effectuer des transactions sur ton site, pour que les personnes puissent acheter le produit. Ensuite, on va proposer des offres exclusives, par exemple des promotions à durée limitée. On va faire un suivi de contenu. Donc on va accepter que tout le monde ne devienne pas client, mais en continuant à travailler sur l'attraction, en proposant du contenu massivement et quotidiennement. Et ensuite, pour terminer, la quatrième stratégie, c'est on va analyser notre entonnoir. En fait, parce que dans de nombreux cas, même un faible taux de conversion peut être considéré comme un succès. Donc on va aller vérifier quelles sont les personnes qui nous permettent de convertir ces produits en argent. Alors voilà ce qu'on a vu ici, c'est les 3 couches de l'entonnoir. La première couche supérieure, c'était attirer les gens. La couche intermédiaire, c'était la fidélisation et la création de communauté, et en privilégiant donc l'email pour trouver les abonnés plutôt que des followers. Et la troisième couche, c'était la couche inférieure, qui va permettre de convertir notre communauté en clients pour des produits, pour vendre des produits. Et donc ici, dans cette couche inférieure, on va faciliter le paiement, on va promouvoir nos produits en mettant en avant des promotions, des offres irrésistibles, et on va augmenter le suivi, l'analyse et l'amélioration en continu de nos produits. Et enfin, pour la 5e partie de ce livre, donc Sahil nous parle surtout de pérenniser notre entreprise. Et oui, c'est vrai que quand on crée l'entreprise, il faut savoir la faire perdurer dans le temps. Et ça, c'est très difficile. Il faut être constant. Donc, pour y parvenir, c'est essentiel de gérer correctement ses finances. Déjà, dans un premier temps. Démarrer avec un salaire modeste. Pas se donner un salaire mirobolant, mais c'est recommandé de fixer un salaire de base et de l'augmenter proportionnellement à la croissance de son entreprise. Plus on grandit, plus notre salaire grandit, mais ne pas essayer de voir trop grand dès le départ. Ensuite, il nous dit qu'il faut avoir un flux de trésorerie positif. On doit veiller à être toujours positif, avoir suffisamment de liquidité pour couvrir les dépenses fixes, telles que les salaires, par exemple, les loyers ou les services essentiels, par exemple. On doit dépenser de façon rationnelle. On doit éviter les coûts élevés,
Par exemple, si tu as une location de bureau à faire ou autre, ben, forcément c'est élevé. Mais ça, c'est quand tu crées ton entreprise à long terme. Normalement, nous, dans notre cas, avec une entreprise minimale, on ne va pas louer de bureau. Enfin, dès le départ, à part si on grandit énormément, bien sûr, ce que je vous souhaite par-dessus tout. Mais on va essayer de travailler à distance et d'automatiser les tâches pour réduire les dépenses. Et là, Sahil, il nous propose, pour la dernière partie, c'est la 6e, quelques objectifs d'une entreprise réussie. Et donc, le premier objectif, c'est le développement autofinancé. L'objectif, en fait, est de faire croître l'entreprise en utilisant les bénéfices qu'on a pour réinvestir dans l'entreprise. Donc, cette approche, en fait, elle va permettre de conserver la propriété de ton entreprise, mais surtout favoriser l'expansion saine sans demander de fonds à personne, sans faire de prêts. Même si la croissance est plus lente, eh ben, tu vas grandir, mais de façon autonome. Et ça, c'est le plus important. Tu gardes la propriété de ton entreprise. Le deuxième conseil ici, deuxième objectif, pour une entreprise réussie, c'est la culture d'entreprise et la fidélisation. Dans ton entreprise, il sera essentiel de créer un environnement de travail attractif et sain, parce que pas seulement pour attirer de nouveaux talents, mais aussi pour fidéliser ceux qui sont déjà présents et les garder, les préserver dans le temps. Parce que de plus en plus de nos jours, les employés dans les entreprises, ils sont de plus en plus volatiles. Et c'est un problème énorme aujourd'hui. Ils restent moins longtemps à leur poste, souvent seulement quelques mois. Mais ce qui se passait avant, c'est que les employés restaient plus longtemps. Donc on va essayer de les garder, comme les vieilles entreprises où des personnes restaient 30 ans dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est plus difficile, donc on va essayer d'améliorer l'ambiance dans l'entreprise, la cohésion d'équipe, ajuster les salaires en fonction du travail effectué pour essayer de préserver un maximum possible nos employés. Et donc, pour remédier à cette fuite en avant des employés, on va essayer de valoriser donc l'authenticité dans l'entreprise, la transparence. On doit mettre en avant les valeurs de notre entreprise dès qu'on recrute quelqu'un, par exemple. On doit favoriser l'autonomie des gens pour permettre aux employés en fait, de prendre leurs propres initiatives. On doit les considérer comme des partenaires, des associés, en fait, pour renforcer leur présence. Et on doit aligner notre travail avec les valeurs de l'entreprise. On doit veiller à ce que nos employés partagent les valeurs de l'entreprise. Et enfin, le 4e objectif pour une entreprise réussie que nous donne Sahil ici, c'est la libération du temps. À mesure que l'entreprise, en fait, elle va grandir, on va essayer de réduire notre temps passé à travailler en automatisant des tâches ou en déléguant certaines tâches peut-être pour qu'on se concentre nous sur l'innovation, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on est des créateurs. On va se concentrer sur la création de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et donc là, pour ça, on va essayer de déléguer, investir dans des assistants virtuels par exemple, ou former des employés vers avec des tâches un peu plus importantes. Il faut que vos employés soient autonomes. Comme ça, c'est pour vous un investissement stratégique pour que vous obteniez beaucoup plus de temps. Et le 4e objectif ici, c'est la réussite financière et la contribution sociale. Et donc, ce qu'il dit surtout Sahil, c'est que ça, c'est un objectif principal. C'est de créer un équilibre entre le succès financier et l'impact positif sur la société, en fait. Tu dois utiliser les bénéfices pour contribuer à des causes sociales. Par exemple, il faut investir, faire des dons dans des associations, soutenir d'autres entrepreneurs, par exemple. Rechercher la liberté de temps. Ça, c'est un autre point important pour se concentrer sur des projets significatifs pour vous. Prendre du temps aussi pour prendre du recul et penser à l'impact de l'entreprise sur l'environnement, par exemple, ou sur la société. Alors, dans ce livre, on a vu comment commencer une entreprise minimaliste. Commencer petit, mais augmenter progressivement. Donc, quand on souhaite devenir entrepreneur, on doit commencer petit, avec une idée, oui, ça c'est sûr. Mais commence petit. Pour pouvoir gérer notre business, en fait, on doit commencer petit. Parce que si on commence trop grand, on risque davantage d'échecs dès le début. Sauf que ce que tu veux, toi, c'est de petites étapes faciles à atteindre pour démarrer avec des quick wins qui vont en fait t'amener à
te propulser vers des projets plus grands. Commencez petit avec un produit minimum et développe-toi tranquillement. Améliore ton idée, ton produit, pour qu'il soit minimaliste, le plus minimaliste possible, mais apporte surtout le plus de valeur à ta communauté. Ça, c'est le plus important. Récupère tous les feedbacks que tu reçois, les retours clients, les retours de ta communauté, de tes abonnés, et adapte-toi aux besoins et aux retours de tes clients. Car ce sont eux qui vont faire grandir ton entreprise. Tu vas créer ton tunnel de vente, bien construit, étudie, améliore ton tunnel de vente, améliore ton produit, étudie le cheminement de tes clients vers l'achat de ton produit. Et ensuite, fidélise ta clientèle et grandis avec elle. Et surtout, automatise ton business et libère-toi du temps pour des choses, des projets qui sont significatifs pour toi. Pour créer des idées. On est des créateurs. Et rappelle-toi, deviens riche de temps, mais pas d'argent. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.